La France, une nouvelle fois touchée par le terrorisme islamiste. Ce matin, une église du nord du pays a été victime d'une prise d'otage. Les deux terroristes ont été abattus par les forces d'intervention. L'attaque a fait une victime, un prêtre qui a été égorgé. Nous reviendrons largement sur cette information. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, est en Guyane. Le patron des patrons nous a accordé une interview sur rémunération des fonctionnaires, difficultés du secteur du bâtiment et un dialogue social. Tous ces thèmes seront abordés. Et puis, plonger dans l'univers des pirates informatiques qui en veulent à vos données. Derrière ces méchants se cachent aussi des passionnés qui se donnent comme défi de déjouer les virus informatiques. Comment s'en protéger? Réponse à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. La France, encore une fois, sous le choc ce soir après une nouvelle attaque terroriste. Cette fois-ci, c'est une église qui a été touchée. Un prêtre a été égorgé et une autre personne est grièvement blessée. Donc une attaque, une prise d'otage ce matin dans une église de Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen. Deux hommes ont pénétré dans cette enceinte catholique et en pleine messe ce matin, ils ont perpétré cet acte de violence qui a été revendiqué par Daesh. Ils ont été abattus par les forces de l'ordre qui sont rapidement arrivées sur place. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête et le président de la République s'est exprimé à la télévision à 20h heure de Paris. Je vous propose de l'écouter. Françaises, Français, un prêtre, le père Jacques Hamel, un homme plein de bonté, a été sauvagement assassiné, égorgé, dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, au milieu de ses fidèles, eux-mêmes pris en otage. Les deux terroristes ont été abattus par la police. Je salue leur courage à ces policiers qui sont intervenus dans un délai très court. Cet acte abominable est une nouvelle épreuve pour la nation, alors que nous portons encore le deuil des 84 victimes de l'attentat de Nice et que Paris, l'année dernière, avait été si durement frappé. Les catholiques de France et du monde sont meurtris. Mais ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions et leurs confessions, qui se sentent atteints au fond d'eux-mêmes. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. C'est semer l'effroi, car ce que veulent les terroristes, c'est nous diviser, nous séparer, nous opposer, nous déchirer. Face à cette menace, qui n'a jamais été aussi grande, en France comme en Europe, le gouvernement fait preuve d'une détermination absolue dans la lutte contre le terrorisme. Il mobilise tous les moyens humains et matériels, avec une présence à un niveau jamais atteint sous la Ve République de nos policiers, de nos gendarmes et de nos militaires sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement applique et appliquera avec la plus extrême fermeté les lois que nous avons fait voter et qui donnent à la justice, aux préfets, aux forces de l'ordre et aux services de renseignement la capacité d'agir, amplifiée par la prolongation et le renforcement de l'état d'urgence. Mais je le dis clairement, restreindre nos libertés, déroger à nos règles constitutionnelles n'apporterait pas d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et affaiblirait à coup sûr la cohésion si précieuse de notre nation. Notre pays doit éviter les surenchères, les polémiques, les amalgames, les suspicions. Notre pays fait la guerre, une guerre à l'extérieur. C'est le sens des décisions que j'ai prises en Syrie et en Irak. Fait la guerre à l'intérieur, en luttant contre la radicalisation, en traquant les individus djihadistes, en éradiquant les réseaux criminels. Et nous continuerons. C'est dans la persévérance que nous l'emporterons. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors, Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Car je vous l'assure, cette guerre, nous la gagnerons. Vive la République et vive la France. Oui, François Hollande qui appelle à l'unité de la nation. On va prendre maintenant la direction de Cracovie pour retrouver Monseigneur Lafont, Emmanuel Lafont, évêque du Guyane, par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes en ce moment en Pologne dans le cadre des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Quelle est d'abord votre réaction après cet attentat lâche? Écoutez, c'est une réaction d'horreur et de tristesse très profonde. Nous n'avons pas encore fini de pleurer les 85 victimes de Nice. Et voilà qu'en voilà une autre, qui était d'ailleurs une image tout à fait forte. Enfin, un prêtre dans une église au moment où il célèbre l'Eucharistie. C'est épouvantable, quoi. Ça fait froid dans le dos, ça glace le sang dans le cœur. Alors Ça, c'est la première. Oui, Allez-y, continuez. je vous écoute. Donc je disais que vous êtes évidemment avec la délégation française et avec les milliers de jeunes que vous accompagnez, et notamment des jeunes de Guyane. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Écoutez, je ne suis pas avec les jeunes de Guyane là. À l'instant même, je n'y étais pas cet après-midi. Vous savez que nous sommes peut-être 200 ou 300 000 aujourd'hui, et donc nous ne sommes pas toujours ensemble. Mais ce que je porte dans le cœur, c'est que oui, nous sommes en colère, oui, nous sommes effrayés, mais qu'il faut raison garder. Et il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel, je pense, l'État islamique et ses soldats, comme ils s'appellent eux-mêmes, veulent nous faire tomber. Et ce piège, c'est celui qui dresserait une partie de la France contre l'autre partie. Et si nous nous laissions tomber dans ce piège-là, alors oui, là, nous aurions perdu une grande bataille dans cette guerre. Et nous ne devons pas la perdre. Par conséquent, avec toute la douleur qui est la nôtre, il faut demeurer digne et puis se dire que la revanche ou l'exclusion de l'autre, certainement, ne sont pas la solution. Alors, la plupart des grandes églises de France, et notamment de l'Île-de-France, sont protégées par des dispositifs policiers lourds. Est-ce que vous pensez qu'en Guyane, il faut aussi commencer à penser à protéger les églises, notamment la cathédrale de Cayenne? Écoutez, nous avons eu dans la cathédrale de Cayenne, il y a moins d'un mois, un acte d'une agression forte, violente contre une personne au fond de l'église pendant l'Eucharistie. Et le curé a dû faire déjà appel à des vigiles. Et je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais nous avons déjà ce problème-là, que ce soit à cause des attaques terroristes ou bien simplement de gens qui sont hors d'eux-mêmes, j'allais dire, qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes suffisante. Donc oui, il faut que nous agissions de façon à nous protéger, c'est évident. Et là, nous avons tous notre part de responsabilité en étant davantage unis, peut-être en nous rassemblant davantage même dans nos églises, dans la cathédrale, et puis s'il le faut absolument à un moment ou à un autre, en sollicitant l'appui de forces de sécurité, c'est vrai. Alors les JMJ, c'est d'abord un rassemblement de jeunes, mais c'est aussi une grande fête pour les jeunes catholiques. Comment maintenant continuer à fêter alors que l'on a appris ce dramatique attentat? Ça nous rappelle d'ailleurs l'accident qu'il y avait eu en Guyane pour les JMJ il y a plusieurs années de cela. Comment repartir sur des bases joyeuses alors qu'on a une information extrêmement triste? Eh bien précisément parce que nous laisser gagner par la tristesse ou le refus de faire la fête comme nous voulons le faire, c'est donner raison à ceux qui veulent tuer notre vie commune, notre vie communautaire, notre fraternité. Il faut pas baisser les bras. C'est ce que nous a dit l'archevêque de Rouen juste avant de nous quitter. Je vous demande de ne pas baisser les bras, et je sens déjà que les jeunes n'ont aucune envie de baisser les bras. Aucune envie de se laisser voler leur désir de dire un monde meilleur est possible, et il est possible d'ailleurs avec le message qu'apporte le Christ Jésus, qui est un message de fraternité, de compréhension, d'ouverture des bras. Et moi, je suis touché aussi par la dignité et la volonté de vivre de cette jeunesse. Elle a raison et elle doit nous emporter. Alors, dernière question, Monseigneur Lafont, est-ce qu'un hommage va être rendu en Guyane à ce prêtre? Écoutez, je pense qu'il est déjà rendu. J'ai envoyé moi-même un communiqué à tous mes frères et prêtres dans la matinée ce matin, dès que j'ai appris ce qui s'est passé. Je ne doute pas que dimanche prochain, partout et même avant le dimanche prochain, des hommages seront rendus. Évidemment, ils n'auront pas l'ampleur qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire si j'étais là déjà, et puis nous n'étions pas au cœur de l'été, mais nous allons le faire. Et je voudrais en profiter pour remercier des membres d'autres églises, je pense à l'église adventiste,
Et je pense aussi à des membres des communautés musulmanes de Guyane pour le témoignage qu'ils m'ont directement envoyé aujourd'hui même pour me dire qu'ils sont avec nous et qu'ils pensent avec nous et comme que l'avenir n'est pas à nous exclure les uns des autres, mais au contraire à davantage de fraternité et de paix. Je pense que c'est cet hommage-là d'unité et de communion dans la douleur, mais aussi dans l'espérance, qui sera le plus bel hommage à envoyer au Père Jacques Hamel et à tous ceux, toutes celles qui sont quotidiennement détruits par cette violence aveugle. Merci Monseigneur Lafond d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous étiez en direct par téléphone depuis Kakrowie, en Pologne, et qu'il est actuellement plus de minuit. Merci encore Monseigneur Lafond. Je vous le disais tout à l'heure, le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de l'enquête. Le président de la République s'est exprimé et le parquet s'est exprimé aussi par la voix du procureur de Paris, François Molins, que l'on écoute tout de suite. Les policiers ont tenté une incursion, mais n'ont pu pénétrer dans l'église, car 3 otages se trouvaient en position de rideau devant la porte. Peu après, les 3 otages, donc les 2 religieuses et la paroissienne, sont sortis de l'église immédiatement, suivis par les 2 terroristes, porteurs pour l'un d'eux d'une arme de poing, en s'élançant sur les forces d'intervention de police au cri de « Allahu Akbar ». Les 2 individus ont été neutralisés par la brigade de recherche et d'intervention. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet attentat qui a une nouvelle fois touché la France. Bien évidemment, vous pourrez suivre cette information dans votre journal de BFM TV juste après cette édition. Tout de suite, place à notre invité ce soir, Pierre Gattaz, le président du MEDEF-France. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une réaction après cet attentat tragique. C'est horrible, atroce, insupportable. Donc il faut continuer de nous battre tous ensemble contre ce fléau. Alors, juste une petite question. On a vu à Nice des chefs d'entreprise ont notamment fait part de leur inquiétude vis-à-vis du chiffre d'affaires en baisse après ces attentats. Est-ce que vous avez ces mêmes remontées ? Oui, le secteur du tourisme principalement et puis du commerce de proximité est touché. On parle de chiffres de moins 10, moins 20, moins 30% parfois, en général juste après les attentats. Donc en effet, il faut continuer de nous battre et puis d'être très solidaire de cette filière du tourisme qui est touchée. Alors en général, ça ne dure pas, mais malgré tout, si vous voulez, ce sont des semaines ou des mois de baisse de chiffre d'affaires. C'est pas bon, je dirais, pour l'activité locale et nationale. Alors, on va maintenant parler de l'objet de votre visite en Guyane, un tour de France, et la Guyane, un département, une région assez sinistrée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage sur la filière du bâtiment et notamment un reportage sur cette usine de ciment qui alimente donc tous les chefs d'entreprise qui sont dans le secteur du bâtiment. Reportage signé Jonathan Lariot. Dans ce hangar, plus de 7000 tonnes de matières premières. Chaque mois, c'est sur cette base que Thierry lance sa production. Dehors. Pas au fond. Dans cette entreprise guyanaise, on produit du ciment depuis déjà 20 ans. Mais avant de finir dans ces sacs, il passe par plusieurs transformations. Les matières premières partent du hall pour remplir nos 3 silos. Quand ce produit passera dans le broyeur, ils iront remplir nos 4 silos de produits finis. Les matières premières arrivées, il est temps de mélanger le tout, toujours selon des procédés bien spécifiques. Ici, on se trouve avec la composante des 3 ciments. Et chaque doseur aura un pourcentage, une recette qui va déterminer le produit fini. Le ciment est composé de 3 composants en général. Et c'est ici qu'on les assemble par l'intermédiaire des doseurs. Les recettes des différents types de ciment prêtes, c'est autour de la mise en sac. Et fini l'époque où tout se faisait à la main. Aujourd'hui, tout est automatisé. Totalement automatisé pour l'ensaçage des sacs, de l'encamionneur des sacs, où on place des liasses de sacs, afin qu'elles soient acheminées pour être lancées sur une rotative où il y a 8 becs qui permet le remplissage de chaque sac de 25 kg. Les sacs se remplissent très rapidement. Il ne faut que quelques secondes pour qu'un sac de 25 kg ne fasse son chemin jusqu'à la palette. Ce sont des milliers d'entre eux qui défilent toute la journée. Nous produisons 120 à 100 palettes jour.
ce qui nous fait à peu près 240 tonnes, 200 tonnes de production de sacs. Depuis sa création, le ciment guyanais domine le marché local. Ils sont présents sur la quasi-totalité des constructions guyanaises. Avec un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros par an, ils sont les seuls fabricants de ciment dans le département. Le ciment venait de Trinidad, des Antilles, et il y a des investisseurs guyanais qui ont créé une société, cette société. Tout le ciment qu'on produit est consommé en Guyane. Globalement, on peut dire qu'on fournit à peu près 80-98% du marché aujourd'hui. Tous les autres projets qui ont été faits en Guyane ont été faits avec nous. Nous avons fait Soyouz, on a fait tous les différents ponts, on a construit l'hôpital de Cayenne. Nous sommes 25 personnes aujourd'hui sur le site. On crée de l'activité autour de nous. Bon, et puis, c'est quand même une société qui consomme beaucoup d'électricité, donc on est certainement un des plus gros consommateurs d'électricité de la Guyane. Et notre objectif, c'est, comme je le disais au début, c'est d'être en Guyane et d'y rester. Si aujourd'hui l'entreprise trône fièrement sur le marché en Guyane, l'exportation, elle, reste compliquée. D'un côté, le Brésil avec une valeur monétaire trop inférieure par rapport à l'euro, et de l'autre, le Suriname qui possède sa propre production. Pour l'instant, le rêve d'ouvrir la porte du monde au ciment guyanais reste inaccessible. Alors, Pierre Gattaz, on vient de le voir, donc cette usine de ciment, c'est une affaire qui marche pour le moment en Guyane. Quand le bâtiment va, tout va, c'est l'adage, mais en ce moment, le bâtiment ne va pas très bien en ce moment depuis plusieurs années. Quelles sont les perspectives, selon vous ? Écoutez, vous savez, c'est d'une façon générale, il faut relancer la machine économique française et donc guyanaise. Pour ça, il faut un projet d'avenir. Alors moi, j'ai un projet qui s'appelle Guyane 2040, qui a été fait par le MEDEF local, piloté par Stéphane Lambert, que je salue. Ils ont fait un travail formidable pour expliquer qu'en fait, il faut aller chercher la croissance, il faut développer des filières d'avenir, il faut se numériser, il faut se mondialiser. La France a tous les atouts pour le faire et la Guyane est un formidable porte-avions de cette mondialisation à venir. Alors vous parlez de croissance, excusez-moi, la Guyane, 4% de croissance en 2015 selon l'INSEE, en France 0,2% et par contre un chômage exponentiel presque 22%. Est-ce qu'en Guyane la croissance amène l'emploi? Visiblement non. Écoutez, non, pas complètement. Et en effet, il faut absolument endiguer, là aussi, le deuxième fléau du pays, c'est le chômage, après le problème de sécurité, de terrorisme que nous avons vu tout à l'heure. Pour ça, il faut de l'activité, il faut faire confiance dans les entreprises, les entrepreneurs. Il y a une énergie considérable que j'ai vue depuis quelques heures où j'ai atterri, de TPE, de petits entrepreneurs, pas de petits entrepreneurs, d'entrepreneurs de petites entreprises plus exactement, qui sont prêts à, je dirais, à exporter, à innover, à se numériser, à s'automatiser encore plus. Il faut juste, en effet, que les autorités locales, que les collectivités locales payent mieux déjà, parce que j'entends parler de 6-9 mois de délai de paiement des collectivités locales. Il faut que l'administration soit au service complètement de ces entrepreneurs qui, eux, créent la richesse, créent la croissance, créent l'emploi, créent la formation. Et je crois que ça, c'est un message complètement pour la France nationale, pour la métropole, mais aussi, bien sûr, pour le territoire guyanais qui a plein d'atouts. Vous avez tout le bois, la filière du bois à développer, toute la biodiversité, tout ce qui est l'économie de la mer, de la pêche, tout bien sûr le spatial, le nautisme, le tourisme, le numérique, l'énergie. Tout ça, ça peut se développer en Guyane. Il faut absolument avoir un projet collectif, une ambition collective, partagée par les autorités locales, par les partenaires sociaux, par les chefs d'entreprise. Le MEDEF a un projet, qu'on en discute et qu'on fasse un plan. Alors vous représentez ce soir toutes les entreprises de France, vous le disiez, la Guyane a de nombreux atouts. Alors pourquoi de grandes entreprises nationales n'investissent pas ici? Qu'est-ce qui bloque? Mais si vous voulez, je crois que certaines, en effet, on devrait peut-être pouvoir plus poussé au fait qu'on développe la Guyane. Mais vous savez, c'est très souvent, et c'est souvent les petits entrepreneurs, les entrepreneurs de petites entreprises qui développent l'emploi, qui connaissent, je dirais, l'environnement. Il faut juste, en effet, que des choses soient faites sur le coût du travail, bien évidemment, puisqu'on est entouré de gens qui ont le Brésil, le Suriname ont des coûts très bas. Et la législation actuelle, la Guyane, dans son statut, vous pensez que ça permet aux entreprises de se développer? Moi, je crois qu'il faut progressivement faire en sorte que nos TPE-PME aient un environnement social et fiscal beaucoup plus simple,
beaucoup plus facile. C'est vrai pour la métropole, pour la France, mais ça va être encore plus vrai pour la Guyane. Je crois qu'il faut se donner ce projet-là et de se dire comment on réalise ce projet à 10-20 ans. Pour ça, il faut absolument qu'il n'y ait pas des charges dans tous les sens, des cotisations dans tous les sens. Il faut sans doute peut-être développer ce concept de zone franche. De la Guyane, qui permettrait en effet de redonner la possibilité de l'oxygène à ces entrepreneurs. Alors vous demandez qu'est-ce que la Guyane, clairement, soit située dans une zone franche globale. Moi je pense qu'il faut peut-être développer ce concept de zone franche sociale, c'est-à-dire en effet de faire en sorte que nous savons que nous avons un coût du travail qui est élevé, que nous sommes dans un territoire sur un continent sud-américain qui est fait je dirais, de compétiteurs. Nous sommes en compétition internationale. Et je dirais, si vous arrivez dans cette compétition avec un sac à dos très lourd, très chargé de charges, de coûts, etc., ça ne marchera pas. Donc je pense que je suis pas en train je pense qu'il faut regarder ce sujet-là, qui est un axe de développement. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse en discuter au moins. Alors, vous savez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être immobile. Je crois que c'est ça qui est important. Nous avons de l'énergie, nous avons de l'enthousiasme et nous avons de l'optimisme à la fois pour la France et pour la Guyane. Donc, travaillons sur un projet ambitieux. Vous avez évoqué très rapidement l'administration et vous l'avez aussi, les fonctionnaires, un thème que vous avez évoqué plus largement depuis plusieurs années. Vous avez même déclaré que la France a trop de fonctionnaires. Alors, lorsqu'on entend les chefs d'entreprise ici qui demandent plus de services publics, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Écoutez, non, je crois que d'abord ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus d'investissement et moins de dépenses de fonctionnement de la sphère publique. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Lorsqu'il y a des réductions budgétaires dans la sphère publique, eh bien, c'est plus facile pour nos amis fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, de réduire les investissements. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut continuer d'investir dans les infrastructures, dans les routes, dans les autoroutes, dans les ponts, dans le haut débit. C'est pour cela que vous avez appelé à la fin de la surrémunération des fonctionnaires avant votre départ j'ai pas tout à fait dit ça, parce que ça a été tronqué. Vous avez dit la fin à terme, mais la fin oui, quand même. Je crois que si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que, vous savez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut baisser absolument. Chaque fonctionnaire est un individu remarquable. Mon épouse est fonctionnaire, mais dans ma famille, j'ai beaucoup de fonctionnaires. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux et mal payés en général. Donc je pense qu'il faut revenir vers une fonction publique, en effet, de motivation, motivée. Et je pense que pour faire ça, il est très important de redonner confiance aux créateurs de richesses avec un projet, une ambition qui permettra d'avoir plus d'entrepreneurs, qui créeront plus de richesses et qui permettront justement de faire un Eldorado de la Guyane et de ne pas être obligé à terme de surpayer nos fonctionnaires pour qu'ils viennent travailler en Guyane. Alors, on a compris votre positionnement. On va aborder maintenant le volet dialogue social de cette interview. Je propose justement de regarder une interview de Albert Darnal, le secrétaire général de l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, qui est le premier syndicat de Guyane. Écoutez. Quand on me parle de Gattaz, déjà, je n'imagine pas qu'il puisse parler de dialogue social. Parce qu'il y a une boucle qui a pensé qu'il y a ce devant l'estomac, c'est clair. Là, ça a dit qu'en une conjoncture économique, et nous avons traversé ces jours-là, les salariés d'État accepté de travailler bénévolement. Ça a montré tout personnage ici. Anne Bouk a pensé qu'il a exploité le monde. Qui salarié qui peut accepter de travailler bénévolement? L'autre a travaillé pour gagner toute la vie, pour que toute famille manger que boire. Donc lui-même, il a touché une partie dividende de cette entreprise côté monsieur actionnaire, mais il a touché des surprimes par rapport à cette entreprise qu'il a dirigée. Et puis monsieur qui est salarié, travaille bénévolement. Il y a un peu qui s'abonnement. Peut parler du dialogue social. Il y en a encore d'habitude, mais pour moi, on est habitué. Quand vous dites les patrons guyanais, Pierre Gattaz c'est le MEDEF, donc je suppose que les gens du MEDEF sont à l'image de leurs dirigeants, en tous les cas. Mais après, moi vous me parlez de Gattaz, mais pour moi c'est un non-événement, sa venue en Guyane, ça fait plaisir peut-être aux gens de son organisation, mais pour le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. La interview d'Albert Darnal qui s'exprime en créole guyanais, je ne sais pas si vous avez compris. Pas tout à fait, non. Je le résume en gros. Il fait notamment référence à l'une de vos déclarations à l'AFP en 2014. Vous avez déclaré qu'on ne peut toujours pas travailler bénévolement lorsque la situation économique l'exige, de peur d'être taxé d'esclavagiste. C'est votre déclaration? Absolument pas. Là, je réfute totalement cette déclaration. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne pense que tout travail mérite salaire. On ne peut pas faire travailler les gens bénévolement. Non, mais j'ai pas pu dire une bêtise pareille.
Tout travail mérite salaire, évidemment. Deuxièmement, une entreprise, c'est une communauté humaine d'hommes et de femmes. Et en fait, je m'aperçois que nous sommes caricaturés. Moi, ma société radiale, j'ai 3000 personnes. Ça ne marche que grâce à mes salariés, que j'essaye d'avoir les plus motivés possible. Une entreprise ne marche que si vous avez des salariés, des cadres motivés, heureux, épanouis. Qu'on se le dise, ce n'est pas la lutte des classes en permanence. Et ce qui me gêne, en effet, c'est que quelques syndicats continue de penser que l'entreprise, c'est la lutte des classes en permanence. C'est le rapport de force. Et non, le dialogue social, bien évidemment, c'est fondamental. Mais par contre, je mettrai un petit bémol. Le dialogue social, le meilleur, c'est celui qui est fait directement avec nos salariés. Parce que nos salariés, en général, ils aiment leur entreprise, ils sont fiers de leur métier, ils aiment leur patron. Et cela, on ne les entend jamais. Par contre, en effet, on entend très souvent des gens qui sont dans la rue, qui sont toujours en train de hurler « Je suis désolé, le dialogue social, il faut le faire avec nos hommes et nos femmes ». Et en effet, dans les plus grosses structures, il y a des syndicats. Bravo, il y a des syndicats réformistes, formidables, avec lesquels on peut discuter, on peut débattre d'un projet d'entreprise, d'épanouissement, de motivation, de formation. Et bravo, c'est ça qu'il faut faire. Après, si vous voulez, moi j'ai un peu de mal, c'est vrai, à discuter avec des gens qui sont toujours dans l'opposition systématique, dans l'obstacle, dans l'obstruction, dans la lutte des classes. La lutte des classes, c'est le 19e et le 20e siècle. Il faut impérativement qu'on arrive dans nos entreprises, et c'est le rôle du patron. Le chef d'entreprise a un rôle, une responsabilité fondamentale pour faire qu'une communauté humaine, eh bien, en effet, ça bouge, ça avance, ça soit motivé. Par contre, ce qu'on ne peut pas donner à nos salariés, c'est un emploi à vie. Donc, en effet, une entreprise, ça s'adapte, ça se développe, ça prend des risques, ça vit, ça meurt. Et en effet, dans cette mutation du monde qui est importante, il faut que nos salariés comprennent que nous, on va essayer de leur donner du travail, on leur donne du travail, on essaye surtout de les former, je dirais, un métier qui peut évoluer dans le temps. Donc l'employabilité de nos salariés, c'est fondamental. Et voilà, le dialogue social, bien sûr que c'est fondamental, bien sûr que c'est important. Je ne comprends pas comment une entreprise peut fonctionner avec un des salariés malheureux, ça ne marche pas, et sans dialogue social, ça ne marche pas non plus. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes en visite en Guyane jusqu'au 28 juillet. Merci beaucoup. Merci. Interview réalisée cet après-midi, juste après l'arrivée de Pierre Gattaz de notre département. On poursuit avec l'actualité sociale toujours et on revient sur ce préavis de grève qui avait été déposé hier par le syndicat UTG de l'hôpital de Kourou. Nous sommes en direct par téléphone avec le délégué syndical du CMC4, Denis Zéro. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Alors, où en sont les négociations ce soir ? Il y a eu une rencontre hier, une première rencontre. Le préavis de grève, je rectifie, a été déposé depuis le 19 juillet. Il y a une première rencontre hier. Il voulait avoir des informations sur le cahier de revendication. Comme on a un directeur, bon, il est là, il ne prend pas de décision. Il est dirigé par la directrice générale de la Croix-Rouge qui est à Paris. Et forcément, il a envoyé les documents. Et ils doivent nous répondre demain, mercredi, avant midi. Alors, vous avez demandé dans ces revendications justement le départ du directeur et de la directrice adjointe. Est-ce que ces revendications sont maintenues ? Toutes les façons, le directeur, il doit partir, puisqu'en fin de compte, tout est bloqué, parce que vous savez, le fonctionnement même d'un centre hospitalier, il y a pas mal de structures d'espace de discussion, même pour l'accréditation, le CLUD, les différents fonctions d'organisation qui doivent être, tout est bloqué en ce moment parce que c'est un monsieur, il est arrivé à un espace de 6 mois à être pratiquement, il a mis tout le monde à dos, le médical, les représentants du personnel. Non, mais on vit quand même une situation assez difficile. Et là, ils s'en prennent carrément. C'est une vraie dictature puisque, bon, maintenant, ceux qui dénoncent le fonctionnement, ils proposent la porte. C'est comme ça où vous êtes sanctionné. Est-ce que vous faites un parallèle avec l'ancien directeur de l'hôpital de Cayenne, Dominique Delpech? Est-ce que vos revendications aujourd'hui, votre action s'inscrit aussi dans celle qui a été initiée à l'hôpital de Cayenne? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, mais c'est autre chose. Le CMTK et l'hôpital de Cayenne, niveau direction, il n'y a absolument rien à voir. L'hôpital de Cayenne, c'est l'hôpital public. Mais je parle dans la gestion de la part du directeur.
Non, mais je pense pas. Parce que si vous voulez, là, on est en situation avec une nouvelle direction. Si vous voulez, c'est un médecin qui a été nommé directeur. L'ancien directeur qui était là il y a 6 mois, c'était un vrai professionnel de santé puisqu'il était directeur, il a fait carrière là-dedans, il était diplômé. Là, ils nous ont mis un médecin généraliste qui n'a pas de formation de direction et forcément pour manager 300 salariés, là, il a des difficultés. Et si vous voulez, il y a un grand débat en ce moment au sein de l'hôpital une partie pour la Croix-Rouge qui mène une politique basée simplement sur le côté financier et certaines personnes qui souhaitent un développement et basé sur quand même une obligation de soins par rapport aux sanitaires dans le département, puisque bon, nous sommes citoyens français, on a droit aux mêmes soins que les gens qui vivent à Paris, à Bordeaux ou quel que soit l'endroit de la France. Merci beaucoup Denis Zéro, délégué syndical du CMCK en direct par téléphone depuis Kourou. Je rappelle que vous attendez donc demain les résultats des négociations et qu'un rassemblement est organisé demain soir devant les urgences à 18h avec les salariés. Cet incendie maintenant en Guadeloupe dans une entreprise de fabrication de piscines à Sainte-Luce. Un employé a été brûlé et selon les premiers éléments d'information, le feu serait d'origine accidentelle. Le reportage de Guy Raphaël Rennes. C'est un accident dans l'enceinte du bâtiment qui serait à l'origine du feu qui s'est déclaré dans la matinée, aux alentours des 9h30. Il était aux environs de 9h25 lorsqu'il y a eu un incident technique engageant des produits d'acétone sur le corps de l'un des ouvriers. Et à partir de là, donc, le feu s'est propagé très rapidement et nous sommes intervenus donc, pour mener les manœuvres d'extinction. L'ouvrier, il est blessé ? Il est blessé, brûlé au niveau des jambes. Et il a été pris en charge pour le CHU. Confronté à des difficultés d'approvisionnement en eau et à un accès compliqué au foyer principal du feu, environ 1 heure après le début de l'incendie, les pompiers se démènent avec les moyens du bord pour empêcher la progression des flammes dans le bâtiment de 500 mètres carrés. Un incendie qui propage une épaisse fumée dans le lotissement qui abrite des habitations et des entreprises. Certaines personnes en ont été les premiers témoins. On travaillait, on a commencé à sentir la fumée, le plastique qui cramait, donc on est descendu pour voir ce que ça donnait. Ça a commencé à prendre feu en 10 minutes, il y avait tout le bâtiment complètement brûlé. On a entendu une explosion au bout de 20 minutes. Pendant 15 minutes au moins, ça boum, ça éclate à chaque fois. Bon, nous sommes allés voir, on a vu que c'est vraiment critique, tu vois. Et ça fait quoi? Maintenant, ça doit faire 1h30 qu'il y a du feu depuis tout à l'heure là, ils n'arrivent pas à éteindre le feu, tu vois. Et c'est pas évident pour nous qui sommes du quartier, l'odeur. J'ai des proches qui habitent à 2 pas. On ne sait pas avec quand ça éclate, qu'est-ce que ça peut envoyer à côté chez les voisins. Donc on ne sait pas, franchement, il faut avoir peur. Le maire de la commune de Sainte-Luce ainsi que le sous-préfet du Marin sont arrivés sur place quelques heures après afin de s'assurer que les occupants de la zone soient placés en sécurité. J'ai fait le point avec le commandant en charge, des pompiers en charge de l'incendie. Donc il n'y a pas de risque chimique qui fait l'objet de mesures permanentes. Il y a quelqu'un qui fait des mesures permanentes, mais les renseignements qui ont été pris auprès de l'exploitant montrent qu'il n'y a pas de risque chimique. Nous n'avons pas déplacé la population pour l'instant. Il n'est pas question de la déplacer pour l'instant, sauf si nous voyons un risque particulier de propagation de fumée ou de risque autre chimique. Mais la population, et les pompiers m'ont fait ce rapport, est en sécurité en étant stationnée à un endroit. Les gendarmes sont là pour qu'elle reste stationnée à cet endroit. Vous avez bien vu qu'il y a un périmètre qui est mis en place. La nationale aussi est surveillée pour éviter justement que les fumées aillent sur la nationale. Et nous avons de la chance, le vent pour l'instant ne le dirige pas sur la nationale. Vers midi, le bâtiment était toujours sous l'emprise des flammes. Le jeune employé brûlé aux jambes a été conduit au service des grands brûlés à l'hôpital de Mangovulsin. Ses jours ne seraient pas en danger. Un reportage de Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Plongeons maintenant dans l'univers des pirates informatiques. Ils se profilent donc dans nos ordinateurs. Certains le font par passion, d'autres le font par nécessité. Et nous allons voir comment s'en protéger avec ce reportage d'ATV Guadeloupe. Regardez. Chaque jour, de nombreuses personnes sont victimes de piratage informatique. Mails factices, messages intempestifs, autant de pièges qu'il est difficile de détecter. Ceci est un message vraiment type. On a l'impression qu'il vient de chez Apple, puisque l'intitulé c'est Apple Rewards. Il vous dit que vous avez bien un message de chez Apple, mais quand on regarde le message,
on voit que la personne qui a envoyé le message, c'est un dénommé master-zen.com. Ce n'est pas Apple. Donc ça, c'est vraiment le type de message qui est du phishing. L'autre chose, c'est qu'on voit ici, il y a marqué « Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici ». Il ne faut surtout pas cliquer sur ce lien. Car si vous cliquez sur ce lien, ça veut dire que votre adresse est valide et donc cette personne va continuer de vous envoyer d'autres mails sur d'autres sujets et votre boîte aux lettres va être envahie. Des personnes malveillantes qu'on appelle des hackers. C'est quelqu'un de mal intentionné qui essaie de contourner tous les paramètres de sécurité pour pouvoir accéder à des logiciels ou à des données personnelles, un compte personnel de quelqu'un, et il aura accès à toutes ces données. C'est vraiment des ingénieurs ou bien des gars qui sont des informaticiens qui arrivent à contourner les paramètres de sécurité. Donc, soit en piratant l'ordinateur, en essayant d'avoir accès au clavier, ils savent quel mot de passe que vous avez mis, soit en fouillant de l'ordinateur, bon, ça peut être plusieurs types, ou bien en envoyant des mails pour pouvoir cliquer dessus. Ils vont vous demander votre mot de passe. Naturellement, vous allez voir que c'est le site du fabricant, donc vous allez mettre le mot de passe, mais en fait, ce sera le site du hacker. Mais il ne s'arrête pas là. Le hacker dispose d'une multitude de tours dans son sac. C'est les publicités surgissantes ou des sites qui disent qu'ils vont vous aider à utiliser votre informatique. C'est assez désagréable. En fin de compte, ça se passe quand on va sur des sites souvent de streaming ou que l'on fait de la recherche pour rechercher des prix pour des hôtels ou des avions. Et en fin de compte, ce sont des sites publicitaires qui rentrent dans votre machine, qui apparaissent à l'écran de votre ordinateur et qui vous incitent à cliquer. Par exemple, un exemple typique sur Mac, c'est MacKeeper, qui est un petit logiciel surgissant qui dit « Je vais vous aider à accélérer votre machine est lente, elle a un problème, et je vais vous aider à la réparer. » Des situations qu'il serait pourtant simple d'éviter. Déjà à la création du compte, peu importe un compte mail ou un compte Apple, peu importe le compte qu'il va créer, à la création du compte, il doit faire très attention aux données qu'il va mettre. Le numéro de téléphone, l'adresse mail de secours, qu'il prenne son temps pour bien créer le compte. C'est pour demain quand il y a un souci, on puisse pouvoir changer les mots de passe ou être sûr que c'est lui qui essaie d'entrer. Et la deuxième des choses, c'est de faire attention à tous les mails frauduleux qu'il reçoit, de regarder s'il est sur un site sécurisé. Quand les sites sécurisés, je répète encore, c'est HTTPS plus un cadenas. Il faut bien vérifier ça surtout quand on met les coordonnées bancaires, etc. Il faut être sûr qu'on est sur une page sécurisée. Des conseils qu'il convient d'adjoindre à une grande vigilance pour ne pas être la prochaine victime. Un peu de littérature pour terminer ce journal avec un rendez-vous avec l'écrivaine Myrto Ribal-Rilos, auteure de Pierra aux éditions Gédanque. Elle organise demain soir à la Bibliothèque Franconie une séance d'explication et de lecture. Écoutez les explications de Marie-Annick Attico au micro. Le thème essentiel, c'est de parler de l'itinérance. La Guyane, c'est une terre d'accueil. Et donc, elle nous parle de ces gens qui viennent pour l'or, qui viennent après les événements de Saint-Pierre, donc de cette terre d'Amazonie, en lien avec toutes ces populations d'un petit peu partout. Une belle façon de découvrir l'histoire de la Guyane. C'est une histoire qui est proche, mais quand on pense à aujourd'hui, à tous les événements qu'on vit, je crois qu'on a un petit peu tendance à oublier que cette histoire, elle existe et qu'elle nous a construite. Parce que moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai revu beaucoup de souvenirs d'enfance, mais j'ai aussi revu des choses que j'entendais. Faire que du bien pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas aussi. Je pense à des gens qui sont de passage et puis je pense à des gens qui ont 20 ans, 30 ans, de venir entendre parler de la Guyane à travers la vie. En principe, les auteurs, ils aiment bien avoir ce retour de ce qu'ils ont écrit. Donc, mais on n'a pas toujours l'opportunité. Et surtout à la bibliothèque, de recevoir ces auteurs-là. Donc pour nous, c'est aussi un peu comme une première. La France, une nouvelle fois... Alors, pardon, tout de suite le rappel des titres de cette édition. La France, une nouvelle fois touchée par le terrorisme islamiste. Ce matin, une église du nord du pays a été victime d'une prise d'otage. Les 2 terroristes ont été abattus par les forces d'intervention. Le président de la République a fait une déclaration officielle. Et dans ce journal, vous avez pu entendre Monseigneur Lafont. Pierre Gattaz était en visite officielle en Guyane. Il était l'invité de notre journal. Il s'est exprimé sur la surrémunération des fonctionnaires, les difficultés du bâtiment ou encore le
dialogue social. Et puis dans ce journal, vous avez pu découvrir l'univers des pirates informatiques, comment sont protégés et surtout des pirates informatiques qui en veulent à vos données pour faire de l'argent, mais aussi parfois par simple passion. Voilà pour l'actualité nationale. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV. On se retrouve demain.